Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire disparaître vos images? Fermez vos images, s'il vous plaît. Désactivez vos images, s'il vous plaît, votre caméra. Merci beaucoup. Désactivez aussi vos sons, s'il vous plaît. Alors, notre session d'aujourd'hui va porter sur la thérapie rationnelle, émotive, comportementale d'Albert Ellis. La session précédente était consacrée à l'examen et à la présentation de la thérapie cognitive d'Aaron Beck. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la thérapie rationnelle, émotive et comportementale de l'Américain Albert Ellis. Notre exposé comprendra cette étape. La première étape sera consacrée à une brève introduction, puis à la deuxième étape, nous parlerons d'Albert Ellis. Et ensuite, à la troisième étape, nous aborderons le modèle d'intervention d'Albert Ellis. Puis nous verrons à la quatrième étape la base de sa théorie de la personnalité. Cinquième étape, les facteurs principaux de sa théorie. Sixième étape, les caractéristiques de sa thérapie. Et enfin, sa thérapie et son approche avant de conclure et de vous soumettre un exercice. Dans le livre, ce chapitre se termine par une bibliographie sommaire. Introduction. La thérapie rationnelle émotive comportementale. Vous voyez ici, elle est une thérapie rationnelle émotive comportementale. En anglais, REBT ou REBT, ça veut dire Rational Emotive Behavioral Therapy. Rational Emotive Behavioral Therapy. Behavior. Behavior, c'est le comportement. Emotive, l'émotion, l'émotivité. Et rational, la rationalité. Cette thérapie était connue à l'origine comme thérapie rationnelle émotive. Et rationnelle parce qu'elle aborde la raison et qui est liée à l'émotivité. Son fondateur, Albert Ellis, décida de changer son nom entre 1993 et 1993 afin de mieux articuler la cohérence entre sa théorie et sa pratique, parce qu'il a remarqué que dans sa pratique, il abordait le problème de ses clients à la fois du point de vue rationnel que du point de vue émotif et du point de vue comportemental. Mais fait cette thérapie d'Ellis et donc, comme vous pouvez le constater, d'aussi bien concentré sur les cognitions que sur les émotions et le comportement de ses clients. L'être humain est à la fois cognition, c'est-à-dire
processus de connaissance, de perception, de raisonnement, de jugement, d'argumentation, etc. Mais aussi, il est émotif, c'est-à-dire un être qui sent et qui ressent les choses et qui est affecté par les événements de la vie et qui peuvent le rendre joyeux ou triste et qui l'affectent d'une manière ou d'une autre. C'est aussi un être comportemental. Je vous prie, je vous supplie encore de tout mon cœur de fermer vos images, s'il vous plaît. Monsieur Ndoloum Sem, fermez votre image. Je suis obligé d'aller fermer ça moi-même. Voilà. Fermez le virus. Donc, je reviens sur ce thème important qui est la conjonction, si vous voulez, entre, ou si vous voulez, la dialectique que nous retrouvons entre la raison, l'émotivité et le, la raison, l'émotivité et les comportements dans l'approche d'Albert Ellis. Donc, à l'origine, la thérapie rationnelle émotive était très proche de l'approche cognitive de Beck, mais dans son développement scientifique, elle a fini par se distancer de Beck pour devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une approche à la fois émotive, rationnelle et comportementale. Il est évident qu'elle aussi aborde des distorsions cognitives, mais ces distorsions cognitives sont abordées dans ce contexte de l'approche de la thérapie émotivo-rationnelle et comportementale. Alors, il y a la thérapie émotive rationnelle comportementale vise le changement sur deux niveaux. Il faut noter ça. Premier niveau, elle se concentre sur la résolution immédiate, des solutions immédiates de pratique des problèmes. Et c'est une pratique thérapeutique brève dans ces cas-là qui peut être très efficace dans le traitement des crises émotives et comportementales. Par exemple, dans les crises qu'il y a dans le foyer, les chicanes dans le foyer, les batailles dans le foyer, comment terminer ces crises rapidement. Tandis que ça, c'est la thérapie émotive, comportementale, et rationnelle, si vous voulez, brève. Il y a la thérapie longue qui est plus élégante en clinique et qui consiste à prendre son temps pour analyser, examiner, écouter le problème et accompagner les gens dans leur recherche de solutions. Albert Ellis, qui est-il? Il est né le 27 septembre 1913 à Pittsburgh, des parents juifs et qui vinrent s'établir à New York à l'âge de 4 ans, quand leur fils avait l'âge de 4 ans. Sa mère était très indépendante et souvent absente de la maison, mais son père était présent, bien que c'est un homme d'affaires qui partait souvent, mais quand il était sur place, il était à la maison. Ellis était souvent malade et très affecté par le dysfonctionnement du couple parental et il commençait à se prendre en charge dès l'âge de 7 ans. Il a appris très tôt de vaincre l'adversité au moyen de ses pensées. Il s'est décidé à adopter des pensées positives
concernant ses compétences et ses mérites. Notez bien l'adoption des pensées positives. Ça va influencer beaucoup les États-Unis des années 80 et 90, les pensées positives. Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en psychologie clinique en 43 et 47 à l'Université de Columbia à New York, et il commença à pratiquer comme thérapeute de famille et mariage et sexe dès la sortie de ses études doctorales. Il prit soin de s'initier à la psychanalyse comme tout le thérapeute de son temps pour mieux aider ses clients, mais finalement, il sera déçu par la psychanalyse et va choisir l'approche rationnelle, émotive et comportementale qu'il a développée dans son institut pour la thérapie émotive. Président de son institut depuis sa fondation, il fut mis dehors à l'âge de 92 ans. Il avait des problèmes avec son bureau après son divorce et son remariage. Et il a fini sa vie en travaillant en dehors de son institut. Albert Ellis est un auteur très prolifique qui a produit 700 articles scientifiques et 55 livres et plusieurs monographies d'études de cas. L'Association américaine des psychologues cliniciens les classe au second rang après Carl Rogers et avant Sigmund Freud. Ellis est donc était très efficace, très ouvert concernant sa vie personnelle. Il utilisait souvent sa vie personnelle comme exemple, comme rôle modèle pour expliquer à ses clients comment il a pu vaincre ces problèmes par l'approche qu'il préconisait, c'est-à-dire l'approche rationnelle, émotive et comportementale. Parmi ces ouvrages, je pourrais vous envoyer l'un d'eux si vous voulez, Sex Without Guilt, c'est-à-dire Sexe sans culpabilité, ou l'Encyclopedia of Sexual Behavior. J'ai ce livre-là en anglais, je n'ai aucun en français. Et The Art and Science of Love. Ce sont 3 livres très, très importants et très intéressants à lire. Entrons maintenant dans cette thérapie. La première chose, comme je vous avais promis, que nous allons voir, c'est le deuxième point de notre exposé, ou le troisième, le modèle ABC. Qu'est-ce que le modèle ABC? L'essentiel de la théorie d'Ellis est ce qu'il appelle ABC model, ABC model. Ce modèle est utile pour comprendre la personnalité et le changement qui a lieu selon la thérapie rationnelle, émotive et comportementale. Rationnelle, émotive et comportementale. Selon ce modèle, l'individu répond toujours dans ses réactions et dans ses actions à un événement activant, un événement activant. Et cet événement activant, n'est-ce pas, qui touche l'individu, et quand l'individu réagit, il y a des conséquences émotives, il y a des implications émotives et comportementales. Le comportement d'un individu vient de sa réaction vis-à-vis d'un événement qui se présente devant lui. Il y a donc des conséquences, mais ces conséquences émotives ne sont pas uniquement causées par l'événement actif, mais aussi par le système de pensée, de croyance de cet individu-là. C'est le B, là, believe, et BC. Donc, vous voyez, l'événement me touche, j'ai réagi à l'événement, mais j'ai réagi à l'événement à travers, n'est-ce pas, mon système de pensée et de croyance. Et c'est très important, quand l'événement est plaisant, selon mon système, eh bien, ça provoque à moi une réaction de plaisir. Mais quand l'événement n'est pas plaisant et est un événement négatif, je réagis aussi négativement. Le rôle principal du thérapeute en approche rationnelle, émotive, comportementale est de discuter avec son client de ses croyances irrationnelles. Nous allons avoir directement un exemple ici. Par exemple, une femme qui s'appelle Kelly,
et qui voulait devenir psychologue. Elle est entrée à l'école de psychologie. Puis elle a réussi son premier test. Là, elle était contente et chantait partout, je vais devenir une grande psychologue. Quelques temps après, elle a manqué un texte, elle a échoué un test. Et là, elle dit, ah, je ne suis pas fait pour la psychologie. Voyez-vous, elle veut devenir psychologue, mais quand il y a un événement triste qui l'affecte, n'est-ce pas, au lieu de persévérer, elle se décourage. Et c'est très important de voir comment un événement peut affecter une personne négativement ou positivement. Alors, nous devons connaître le fondement épistémologique et les principales techniques qu'il utilise dans sa thérapie. Alors, le premier fondement épistémologique que nous avons retenu ici, c'est que tout événement qui arrive dans la vie est interprété par notre système de croyances et ce système de croyances va déterminer notre réaction vis-à-vis de cet événement-là. Deuxième principe épistémologique, il faut discuter avec l'individu sur ses réactions et ses affects, sa situation qu'il vous présente, par exemple, comme une situation négative. Et cette discussion peut se porter sur trois niveaux. Ça peut être une discussion logique. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous faites là est logique? Prenons, tu as échoué un examen, mais tu avais réussi au premier examen. Est-ce que c'est logique de se décourager et de laisser tomber tes études? Ça peut être aussi une discussion qui se porte au niveau fonctionnel. Est-ce que tu avais bien fonctionné la première fois? Comment se fait-il que tu as mal fonctionné au deuxième examen? Qu'est-ce qui est arrivé? Avez-vous pris le temps de lire, de vous préparer pour ce test-là? Ça peut aussi être une discussion philosophique, c'est-à-dire la manière dont la personne perçoit les événements, sa philosophie, sa façon d'être. Ça peut être aussi une discussion au niveau empirique, au niveau d'expérience. N'avez-vous déjà pas vu des gens qui ont échoué, mais qui ont fini par réussir? Donc, discussion au niveau logique, au niveau fonctionnel, au niveau philosophique, au niveau expérientiel. Quelles sont les bases de la théorie et de la personnalité d'Ellis? Trois bases. Notez ça, trois bases. La première base, c'est que tout homme cherche une satisfaction, un certain plaisir, est attiré par tout ce qui lui plaît, qui lui fait du bien. C'est ce qu'il appelle la philosophie hédoniste. Et il va cultiver l'hédonisme dans son travail, pas le plaisir non durable, le plaisir pour le plaisir, mais le plaisir qui dure. Le plaisir qui dure et qui va jusqu'au bout. Alors, c'est très important de savoir que c'est une des bases théoriques de la personnalité. Toute personne humaine cherche ce qui lui plaît, ce qui lui fait du bien. Deuxième base, c'est l'humanisme. L'humanisme, consiste à ce qui suit, c'est que tout être humain doit être traité avec dignité et respect. Tout être humain mérite dignité et respect. Et c'est très important de le savoir, et surtout pendant la cure. Mais aussi, c'est important de donner de la valeur aux jeunes gens quand ils sont en train de grandir pour qu'ils sachent que ce sont des êtres humains. Il n'y a pas de... surtout, vous savez qu'ils travaillent dans une société américaine et aux États-Unis, veut pas, il y a le racisme. Et comme aussi, quand vous arrivez en Afrique, il y a le tribalisme. Il y a des gens de telles tribus qu'on ne considère pas comme s'ils étaient comme des hommes, et d'autres tribus vont le traiter comme moins que rien. Mais l'humanisme est cette philosophie justement qui fait qu'on puisse considérer l'autre. Monsieur Ndougama dit, j'ai fermé votre son, s'il vous plaît, mais c'est déjà fait. S'il vous plaît. Alors, donc, il y a l'illuminisme, il y a les rationalismes. Et les rationnels, c'est ce qui nous permet de comprendre de façon objective
les choses dans lesquelles nous sommes impliqués. Alors, c'est très important pour nous de comprendre de façon objective les choses dans lesquelles nous sommes impliqués ou les expériences que nous traversons dans notre vie. Donc, il y a les fondements hédonistes, les fondements humanistes et les fondements rationnels. Comme je vous disais, l'hédonisme renvoie à la recherche du plaisir, mais du plaisir qui fait du bien, qui dure, pas le plaisir pour le plaisir. Il y a l'humanisme, c'est-à-dire le fait de considérer tout être humain comme digne de respect, n'est-ce pas, et de considération. Puis le rationalisme, c'est le fait de ne jamais admettre quelque chose sans examiner la chose sérieusement pour voir sa pertinence, son objectivité. Alors donc, sa vision de l'humain va l'accompagner dans le développement de sa thérapie. Pour Ellis, c'est l'être humain qui compte et non les notions absolues du bien ou du mal ou de religion. Non, il est contre la religiosité. Pas la religion, mais la religiosité. C'est-à-dire le pharisaïsme religieux. Et alors, c'est très important pour lui de se concentrer sur l'être humain, la raison humaine, la dignité humaine et ce qui est bien pour l'être humain. Ceci dit, nous allons voir maintenant les facteurs principaux de la théorie de la personnalité de notre ami Ellis. Les premiers facteurs sont les facteurs biologiques. L'être humain, c'est un être biologique. Nous sommes déterminés par notre physiologie, nos humeurs, nos caractères, et nous déterminent. Nous devons prendre conscience que nos émotions et nos comportements sont déterminés par notre constitution biologique. Quand vous avez affaire à un schizophrène et qui travaille, qui traverse cette souffrance, vous devez reconnaître que la schizophrénie est un trouble mental caractérisé par la perte de contact avec la réalité, les hallucinations, le fait d'entendre de fausses voix et de développer de fausses croyances. Mais les schizophrènes peuvent bien avoir des déformations génétiques. Vous devez tenir compte de cela. Il y a aussi les facteurs sociaux à côté des facteurs biologiques. Beaucoup de gens vivent dans des sociétés toxiques qui les rendent malades. Alors, nous devons aussi tenir compte de l'environnement dans lequel nos clients arrivent. Il est évident qu'il y a aussi le facteur personnel. Ces facteurs personnels, c'est que tout individu est responsable devant les événements qui se produisent dans sa vie. Quelle est la caractéristique principale de la psychothérapie d'Ellis? La marque caractéristique de la psychothérapie rationnelle, émotive, comportementale est la combinaison du changement philosophique avec les stratégies cognitives, comportementales et émotives pour conduire au changement à court ou à long terme. C'est-à-dire, pour la thérapie rationnelle, émotive et comportementale, si vous pouvez aider l'individu à changer sa manière de penser, de philosopher, de concevoir le monde, de concevoir le monde, eh bien, vous allez aussi changer son émotivité et son comportement. L'accent est donc mis sur la cognition, n'est-ce pas? Et comme d'ailleurs chez Albert, comme chez Aronbeck. L'accent sur la cognition trouve aussi ses antécédents chez Adler, la psychothérapie de Adler, qui se concentre fortement sur les croyances individuelles. Vos croyances peuvent déterminer votre manière d'être. La thérapie rationnelle émotive comportementale utilise la théorie ABC que nous avons vue de la personnalité en psychothérapie et en continu pour aider l'individu à explorer ses croyances pour tel ou tel événement qui se produit dans sa vie. Quelles sont ses croyances? Même si on utilise des instruments d'évaluation pendant la psychothérapie, la théorie ABC constitue les références centrales. Ce qui compte, c'est de voir quel est le A, c'est-à-dire
l'événement qui a provoqué, qui est l'activateur de ce problème, et quelles sont les croyances de cette personne et le comportement de cette personne devant ou face à cet événement. Quelle est la fonction de la thérapie basée sur la théorie ABC? Nous ne soulignerons pas assez cette prémisse épistémologique de la pratique thérapeutique de Lys. Le fait que la théorie thérapeutique rationnelle, émotive et comportementale est centrée sur les modèles ABC, notez ça, ABC, l'événement qui active la situation, qui provoque la situation, les croyances que nous avons concernant ces événements-là ou cet événement et notre comportement. Nous revenons toujours, les individus expérimentent de conséquences émotionnelles ou comportementales, c'est face à des événements activants qui se produisent dans leur vie, la perte d'emploi, par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, chaque année, il trouve un emploi, il perd un emploi, il commence à mal interpréter cet événement-là. Et en Afrique, on va dire, mais on m'a lancé des sorts, il y a une malédiction, on va d'une église à l'autre, etc. Son comportement d'aller chez tel ou tel prophète, d'aller même chez les magiciens, son comportement est causé par cet événement et aussi par ses croyances. Très important de le savoir. A, B, C. Je vous ai donné une illustration de cette femme qui avait réussi dans son examen à l'école de psychologie, le premier examen, puis qui a échoué au deuxième examen et qui s'est découragé, qui voulait quitter l'école de psychologie. La thérapie rationnelle émotive comportementale fonctionne comme ceci. D'abord, il y a des objectifs. On est à la 6e étape de notre leçon d'aujourd'hui. Les objectifs de la thérapie. En général, la thérapie rationnelle émotive comportementale consiste à aider les clients dans son processus d'autoréalisation ou de recherche du bonheur, en minimisant les troubles émotionnels par la réduction des comportements défaitistes. Prenons une femme qui ne fonctionne pas bien dans son mariage et qui pense qu'elle n'est pas faite pour le mariage et qui veut divorcer. Eh bien, le thérapeute va l'aider à minimiser son défaitisme, n'est-ce pas, en l'encourageant à avoir une nouvelle perception du mariage. L'objectif intermédiaire majeur est d'aider les clients à développer un mode de pensée plus lucide, plus rationnel, et je dirais même plus plaisant, plus avantageux pour lui, afin que ses clients puissent agir plus efficacement et accomplir les objectifs de leur vie. J'ai trouvé un exemple intéressant pour vous, surtout les chrétiens. Dans le livre de Nombres, au chapitre 13, vous avez là 33 versets. Dans ce livre de Nombres, vous avez 33 versets au chapitre 13. 12 espions sont envoyés sur demande de Dieu, sur recommandation de Dieu, sont envoyés par Moïse pour aller voir la terre de Canaan, la terre promise. On leur donne des instructions assez claires. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez les lire. Nous allons voir un peu ça parce que ça m'a permis, ça nous permet de bien élucider et de bien comprendre justement ce qui se passe en thérapie rationnelle, émotive, comportementale. Venez avec moi dans le livre de Nombres, dans la Torah, le 4e livre de Nombres, au chapitre 13. Là, c'est bien dit là, dans Nombres, au chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père, tous seront de principaux entre des chefs. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël, des leaders. Il n'a pas envoyé n'importe qui.
Il a envoyé des leaders. C'était des chefs. Alors, et leurs noms sont donnés là. Ce serait intéressant comme théologien d'aller étudier le nom de chacun et le nom de son père. Vous allez voir beaucoup de significations là-dessus. Entre autres, je me suis beaucoup intéressé au nom de Caleb et au nom de Josué, hein, que Moïse lui a donné. Et lui qui s'appelait Osée, il est devenu Josué. Eh bien, ils sont arrivés là et après le 40 jours de visite de la terre promise, ils sont retournés avec un rapport. Et écoutez bien ces rapports-là parce que vous allez voir comment va agir ces gens-là devant cet événement. N'oubliez pas, il y a l'événement A, l'événement, l'activateur. Verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Param. N'oubliez pas, ils sont rentrés sains et saufs. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Jusque-là, la présentation est rationnelle et objective. Maintenant, écoutez l'émotion qui arrive. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ça, c'est le langage émotif. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Verset 30. Et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Émotion. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et pourtant, ils ont rencontré des habitants qui n'étaient pas dévorés par ce pays-là. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Eh bien, cette perception est une perception émotive. Et c'est très important de voir. Et regardez maintenant le premier verset du chapitre qui suit au chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit, toute une nuit de pleurs. Quelle émotion! Quelle émotion! Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans le désert. Vous voyez cette réaction émotive. Et vous allez voir, quand Dieu va réagir, il va aussi réagir émotivement. C'est une illustration que je vous donne. Dans des situations de la vie comme celle-là, et vous pouvez les avoir, vous vivez dans le désert et vous connaissez un peu le problème qui se passe là. Il n'est pas longtemps, un de nous, peut-être, qui s'est fait voler la moto. Je ne sais pas comment il a réagi. Eh bien, devant de tels événements, nos réactions sont souvent très émotives. Que faire alors pour traiter nos problèmes émotifs? Eh bien, il faut revenir à la raison. Vous voyez, certes, ces gens-là sont géants. Certes, ces gens-là sont forts. Certes, ils sont puissants. Certes, le pays qui était là était très rude. Mais ces gens-là n'étaient pas invincibles et le pays n'était pas du tout
non prenables. Alors, c'est très important de voir comment on fait l'évaluation de la situation. Quand vous avez votre client comme ces 10 espions, parce que 2 étaient différents, la première chose que vous devez faire, c'est d'évaluer la cognition et le comportement de ces gens-là. Quelle est leur manière de comprendre les choses, la cognition là, hein? Leur croyance, leur manière d'interpréter les choses. Ils avaient une interprétation défaitiste. Et personne d'entre eux n'était entré à la terre promise parce qu'avec cette manière de comprendre les choses, on ne peut pas devenir un champion. Hein? Et la même chose quand nous étions dans les études universitaires, il y a des gens qui considéraient les études universitaires comme quelque chose qui est réservé aux gens intelligents, aux blancs, etc. Ils n'ont pas pu le terminer ou aller jusqu'au bout. Donc, il y a cette première chose que vous devez faire quand une personne se présente avec un tel problème émotionnel, c'est voir ses croyances avec lui, examiner ses croyances, sa cognition et ses comportements, le comportement de ces gens-là qui pleuraient, qui parlaient dans le désordre, qui voulaient même lapider Moïse et Aaron. Deuxième type d'évaluation que vous devez faire, c'est l'évaluation ABC. Quel est l'événement qui a activé ce comportement et ces émotions? Et dès que vous avez identifié cet événement-là, vous analysez maintenant l'événement avec la personne pour l'aider à réinterpréter la situation. Vous voyez, hein? À réinterpréter la situation. Vous voyez, c'est ce que Josué et Caleb voulaient faire aux autres, mais ils n'ont pas pu les écouter. Ils ne pouvaient pas les entendre. Alors, ces deux types d'examens très importants. D'abord, l'examen de croyance et de ces gens et leur comportement. Deuxièmement, la relation entre, n'est-ce pas, l'événement qui s'est produit, les croyances de ces gens-là et leur comportement. Ces deux types d'évaluation, et surtout le deuxième, ont lieu tout au long de la thérapie et rapidement aussi. Parce que vous voyez, cette situation-là, elle devait être traitée rapidement. Malheureusement, il n'y avait pas de thérapeute pour traiter ces gens. Souvent, nous n'avons pas de thérapeute. Alors, la relation thérapeutique dans cette, ce contexte de la pratique de l'intervention émotivo-rationnelle, émotivo-comportementale, la relation thérapeutique va être une relation beaucoup plus de quelqu'un qui accompagne en aidant la personne à se remettre en question. C'est très important. Hein? Il faut que la personne vous fasse confiance pour qu'elle puisse s'ouvrir à la remise en question. C'est très important. Et vous demandez au client s'il veut vraiment discuter son problème avec vous, sincèrement. Il faut avoir son consentement. Et si la personne accepte, alors ensemble, vous identifiez avec lui l'événement qui a provoqué sa réaction, son comportemental et ses émotions. Et quand vous identifiez clairement l'événement, vous l'aidez à réinterpréter cet événement-là pour avoir de nouvelles croyances, de nouvelles compréhensions de cet événement-là et développer un nouveau comportement qui est plus adapté. Le client donc va réaliser qu'il est écouté par vous, mais en même temps que vous êtes là pour l'aider. Selon le modèle d'Ellis, l'intervenant est plus présent dans le processus thérapeutique. Il est présent pour aider, pour accompagner. Il coach et il est à la fois coach et mentor. Il utilise souvent son influence sur les clients pour affecter les changements. Parce qu'il faut que si le client ne change pas sa manière de percevoir l'événement qui a provoqué ses réactions, son comportement, et son découragement ou sa peur, eh bien, il est difficile de l'aider à s'en sortir. Quel est le format d'une session de thérapie
rationnelle, émotive, comportementale. C'est une session typique qui comprend 10 étapes. Première étape, la récapitulation de la première session, de chaque session. Mais quand vous rencontrez la personne, il faut bien écouter l'événement qui était à la base de sa réaction et prendre cet événement au sérieux. Et la première étape sera toujours la récapitulation de l'événement qui a causé son comportement et sa détresse. Deuxième étape, vous devez examiner l'humeur. Vous devez examiner la réaction émotive, le comportement, les pensées, les symptômes et peut-être les médicaments même qu'il prend. Ici, quand les gens ont des situations difficiles comme le deuil, ils prennent des médicaments. Troisièmement, vous devez élucider le travail à faire, notamment quels sont les changements qui sont nécessaires pour que le client puisse sortir de ce problème. Quels sont les changements que ce client souhaite. Et souvent, on va lui donner des devoirs, des exercices à faire. Vous allez établir un agenda de session avec lui. Et le travail thérapeutique va se passer selon le modèle A, B, C, D, E, F, que nous allons voir tout de suite là, ensemble. Alors, vous avez toujours A, l'identification de l'événement qui était à la base de son comportement, de sa détresse. Deuxièmement, B, la croyance, le belief. Quelles sont les croyances qui l'ont amené à interpréter l'événement tel qu'il est. Et C, n'est-ce pas, examiner avec les conséquences négatives des événements activants. Et quatrièmement, vous allez regarder faire un débat, la discussion sur les croyances du client et la manière dont il a réagi. Et cinquième phase de la thérapie consiste à décrire le résultat qu'on veut atteindre. Où est-ce que nous voulons aboutir avec cette situation? Tu as eu un échec en classe, tu te décourages, tu veux abandonner, alors que tu as déjà réussi à un autre examen. Qu'est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, ensemble atteindre comme résultat dans nos rencontres? Ah, la personne va dire, non, je veux avoir la force de poursuivre ces études-là, parce que je peux encore refaire la session. OK, alors là, je vais vous accompagner. Sixièmement, et dernière phase de la thérapie consiste à exprimer les nouveaux sentiments, amener la personne à avoir de nouveaux sentiments et nouveaux comportements plus adaptés, plus combatifs et plus optimistes. Alors, il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez avoir avec l'individu. Ici, je vous donne juste quelques stratégies. La première, c'est la discussion logique sur la pensée que les gens ont sur les événements. Prenons quelqu'un qui pense qu'on lui a lancé des sorts, c'est pourquoi il échoue chaque fois qu'il entreprend un commerce, chaque fois qu'il entreprend une activité dans la vie. Mais vous devez discuter sa pensée magique et mystique ensemble. La deuxième sorte de discussion que vous pouvez avoir, c'est des discussions empiriques basées sur les évidences. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a les habiletés de faire le commerce? Est-ce que vous avez bien préparé ce que vous étiez en train de faire? Ou est-ce que vous étiez associé avec des gens qui étaient honnêtes et capables de vous aider à aboutir à des résultats positifs, etc. Donc, les discussions empiriques. Troisième étape, vous allez procéder à une discussion stratégique fonctionnelle. Comment rendre efficace ce travail-là? Si vous voulez continuer, si vous voyez que vous êtes capable de le faire, comment procéder? Quatrièmement, vous allez chercher avec lui les alternatives rationnelles. Quelles sont les pensées, quelles sont les idées, quelles sont les structures, quel genre d'organisation qu'il faut mettre en place pour arriver à réaliser votre ambition ou votre rêve. Voyez-vous,
la discussion est beaucoup plus stratégique avec la personne. Et souvent, on sort toujours avec des résultats palpables dans cette thérapie-là. Et une chose aussi qui peut vous intéresser, c'est les styles de discussion. Les styles de discussion que vous devez avoir en tant que thérapeute avec votre client, c'est le style de didactique. C'est-à-dire, vous êtes en train d'éduquer quelqu'un. Et quand vous éduquez quelqu'un, il faut l'éduquer avec respect, l'éduquer avec patience, n'est-ce pas? Et avec clarté, et avec simplicité, mais avec beaucoup d'empathie aussi. Le style de vos questions doit être un style socratique. Poser une question comme si même vous-même vous ignorez. Parce que d'abord, il se peut que l'expérience qu'il est en train de vivre, vous ne l'avez jamais vécu. Donc, vous devez aussi le respecter parce que lui, au moins, a osé. Hein, comme un peu des gens qui critiquent et Pierre pour ne pas marcher sur l'eau comme Jésus. Hein, mais eux-mêmes n'ont jamais marché sur l'eau. Donc, c'est très important de tenir compte du fait que l'expérience d'un individu est une expérience unique. Vous pouvez aussi utiliser des styles métaphoriques, surtout en Afrique. Nous avons des métaphores, nous avons des proverbes, nous avons des paraboles, nous avons des histoires, des contes que vous pouvez utiliser qui amènent des analogies, des images pouvant aider la personne à comprendre sa situation. Un peu d'humour. Parfois, il faut détendre l'atmosphère et ne pas, n'est-ce pas, rendre le temps que vous passez ensemble difficile. Il y a beaucoup d'autres approches personnelles qu'on utilise, des approches techniques, mais vous pouvez aller les lire à la page 171, de la page 171 à la page 173. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver toujours à identifier ces trois choses que nous avons mentionnées au départ. Un, quel est l'événement qui a activé cette situation? Deuxièmement, quelle est la manière dont la personne perçoit, aperçut, comprend, interprète cet événement-là? Troisièmement, quelles sont les conséquences, le comportement de cette personne? Et pourquoi il a ce comportement-là? Si vous comprenez les trois choses, il vous sera très facile de cheminer avec la personne en lui posant des questions logiques, des questions fonctionnelles et des questions d'expérience de vie qui vont lui permettre de clarifier d'abord la situation, l'événement, pour la comprendre sous un jour nouveau. En général, la thérapie rationnelle émotive comportementale est d'une durée brève. Selon Ellis, plusieurs individus ont été aidés par cette thérapie en 5 ou 12 sessions d'1 heure chacune. Initiée en 1950, entre 1950 et 1959, cette thérapie s'est beaucoup développée comme un modèle de compréhension et de traitement des problèmes émotifs, comportementaux, dont les manifestations sont activées par des croyances souvent irrationnelles. Voilà donc pour aujourd'hui ce que nous avons à parcourir rapidement avec vous. À la fin, je vous donne un exercice. Selon la perspective de la thérapie rationnelle, émotive et comportementale, vous avez une personne qui s'appelle Linda qui manifeste des aspects à la fois rationnels et irrationnels à travers ses pensées, sentiments et ses comportements. Il n'y a rien de surprenant au sujet de cette dualité. Cependant, Linda, devant ces événements, eh bien, est bloquée. Linda voit que toute sa vie, c'est un échec. Son mariage est un échec. Son travail est un échec. Ses relations avec ses amis, c'est un échec. Puis, elle veut mettre fin à sa vie. Que faire pour accompagner cette personne et l'aider à reformuler sa situation pour la comprendre sous un jour nouveau?
Voilà un exemple qui vous est donné à la page 177. Qu'est-ce que vous devez faire dans votre intervention? Vous allez reformuler les cas de Linda selon la conceptualisation du modèle ABC. Deuxièmement, vous allez voir quelles sont les techniques de discussion que vous allez utiliser. Elles sont les techniques de discussion logique, fonctionnelle, empirique, etc. Quel style de discussion thérapeutique vous allez adopter pour traiter ces cas. Puis, en esquissant les étapes A, B, C, D et F, formuler le résultat que peut obtenir Linda à travers cette thérapie rationnelle, émotive et comportementale. Voilà. Et vous pouvez aussi l'appliquer sur le cas de 12 espions, dont les 10 là. Et si vous étiez le thérapeute à côté de Moïse et de Dieu, qu'allez-vous faire pour aider ces 10 espions à revenir à la raison, puis à entrer dans la terre promise? Voilà un autre exercice que vous pouvez faire. Voilà, si vous voulez participer à un débat rapide, venez avec moi au WhatsApp. Nous avons encore 5 bonnes minutes et on peut discuter ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi ces cours.